Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Libère ton Moxie, le podcast créatif où on dégomme le syndrome de l'imposture, un épisode à la fois. Moi c'est Amélie, je suis stratège de marque et coach pour les freelances créatives et créatifs. Le Moxie, c'est cette petite étincelle qu'on a tous et toutes au fond de nous, mais qu'on a souvent peur de laisser s'exprimer. Alors ici, on se serre les coudes ensemble pour grandir, oser et se construire un business créatif qui soit kiffant et rentable. C'est parti pour ce nouvel épisode. Salut Doria et bienvenue dans Libère ton Moxie. Merci de venir papoter avec moi aujourd'hui. Je trouve que c'est toujours un petit peu touchy de faire sa présentation soi-même. Donc si tu me permets, je vais te présenter aux auditorices pour qu'ils sachent qui tu es, ce que tu fais et de quoi tu es venue nous parler aujourd'hui. Salut Amélie, merci de m'avoir et puis avec plaisir, vas-y. C'est parti. Donc Doria Lanjoué, tu es créatrice de solutions ludiques, éditrice et formatrice et experte en gamification. Mais tu es aussi passionnée par les sciences cognitives et formée à la PNL, donc programmation neurolinguistique. En 2021, tu as co-créé et édité ton propre jeu de société narratif, Graines de rêve, que j'ai d'ailleurs eu la chance de découvrir et qui est vraiment absolument incroyable. Tu aimes le jeu, la légèreté, l'humour un peu décalé et contempler la beauté de la nature. Enfin, tant que les endives et les choux de Bruxelles se tiennent à l'écart, si on en croit une de tes dernières newsletters. Franchement, j'ai un tout petit peu hésité. J'ai failli te désinviter en tant que grande fan de choux de Bruxelles, j'avoue. Bon, certes, ta spécialité, c'est le jeu, mais c'est l'ensemble en fait de ton expertise et de ton approche qui te permet de proposer à ta clientèle un accompagnement qui remet l'humain, la joie et la douceur au centre de tout. Et c'est d'ailleurs, c'est une aventure que tu nous proposes de vivre avec toi aussi à travers ton podcast, et si on en jouait, qui est un peu une invitation à aborder les difficultés et les obstacles par le prisme du jeu, et à remettre du fun et du kiff dans nos vies pro et perso. Ce que j'adore, moi, c'est qu'au-delà de la gamification, en fait, ta stratégie de marque, elle est fondée sur cette envie de contribuer au monde de façon positive, en permettant aux gens de retrouver le plus de joie et de légèreté possible. Donc finalement, c'est un peu une rébellion face à la lourdeur du monde. Et c'est surtout de ça, du coup, dont on va parler aujourd'hui. De joie, de rébellion et de résistance par le fun et le kiff. Est-ce que t'es prête à en jouer cet épisode comme il se doit ? Grave, c'est parti. Super. Du coup, j'aimerais qu'on commence par un petit peu ton histoire pour que les gens apprennent à te connaître un petit peu par le prisme du jeu. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur quelle est ton histoire avec le jeu, quel rôle il a joué dans ta vie et dans la construction de ton identité un petit peu ? Pfiou, par où commencer? Le jeu, il est entré dans ma vie comme tout le monde, dès l'enfance, mais pour moi, il a pris rapidement une très grande place, en fait, notamment grâce à mon père. Il m'a eu très jeune et il fait partie, à mon sens, de cette génération, de cette première génération de geeks, les personnes, du coup, qui ont eu accès au début des jeux vidéo sur ordinateur, qui ont vu arriver en France, de nouveaux jeux de société beaucoup plus pointus. Plus perchés aussi dans les thématiques et qui ont assisté aussi à la naissance du jeu de rôle, Donjons et Dragons, et cetera. Dès mes 5 ans déjà, en fait, on jouait, ensemble à des wargames. Donc les wargames, c'est, des jeux stratégiques de figurines où tu joues à faire la guerre. Donc tu déploies des stratégies pour faire passer tes fantassins à droite de la maison plutôt qu'à gauche, enfin bref. Donc à 5 ans, voilà, je suis pas sûre que ce soit une activité très commune. Je regardais aussi tuer des squelettes dans des RPG, donc des role playing games. À l'époque, je les appelais les escalopes et ma mère était complètement flippée de me voir regarder des squelettes, se faire, trucider. Mais ça va, j'ai plutôt bien tourné donc maintenant elle est rassurée. Et il m'initiait aussi à des jeux vidéo et à des jeux de société qui étaient beaucoup plus accessibles, en fait, pour les enfants. Heu, donc là où certaines personnes se sont détachées du jeu, en fait, ou ont rencontré d'autres passions en grandissant, ce qui est complètement normal aussi. Le jeu a pris une place assez vitale, en fait, dans ma propre vie et dans ma construction, notamment à travers la préadolescence et l'adolescence. C'est, C'était finalement un espace, privilégié que je partageais avec mon père et que je partage toujours aujourd'hui avec mon père qui habite assez loin de moi et en fait, on continue à jouer ensemble, on fait des LAN de jeux vidéo à distance régulièrement. Mais au-delà de ça, c'était aussi un des rares endroits, en fait, en grandissant, dans lesquels je me sentais libre d'être moi et valorisée. Ma préadolescence et mon adolescence, en fait, ont été des périodes, difficiles pour moi. L'école me rendait, très malheureuse de par sa rigidité, l'absence d'écoute, la place inférieure des élèves, les incohérences, la pédagogie ultra descendante, les contraintes, que je trouvais franchement absurdes.
la plupart du temps. Mmh. Bref, je me suis forcée à aller, jusqu'au master, mais finalement toute ma scolarité a été un très, très, très pénible marathon. Et en plus de ça, je me suis toujours sentie un peu en décalage avec les gens de mon âge. Heu, je me sentais un peu trop ci, pas assez ça, enfin je pense qu'on Mmh. est assez nombreux et nombreuses à avoir, vécu ça. C'est clair. Hem, j'ai aussi vécu le harcèlement scolaire, qui était assez violent et je peinais aussi à être à l'aise avec les autres, en fait. Mmh. C'est là que le jeu, au-delà d'une source de divertissement, c'est vraiment devenu ma bulle d'air. Je jouais avec mon père et sa bande de potes qui avaient tous du coup, ben, bien 20 ans de plus que moi, si ce n'est plus, et c'était vraiment des moments où je me sentais stimulée intellectuellement, respectée, à l'égalité avec les autres, malgré le fait que ce soit des adultes, et Mmh. notamment parce que je pouvais les battre à plat de couture et que c'était, très satisfaisant. Et puisqu'on parle de résistance aujourd'hui, on peut clairement dire que le jeu, finalement, ça m'a aidée à résister, et même si ça peut paraître un peu extrême pour certaines personnes, c'est aussi quelque chose qui m'a aidée à survivre en grandissant à travers Mmh. ces voilà, à travers toutes ces difficultés-là. Donc le jeu pour moi, aujourd'hui, c'est bien plus que du divertissement, c'est bien plus que mon métier. C'est un espace de convivialité, de lien, un outil de développement de compétences, un facilitateur, un stimulateur de créativité, d'imaginaire aussi. Mmh. Et c'est pour partager toutes ces facettes-là, en fait, que déjà je me suis professionnalisée très rapidement dans le jeu de société, donc en tant que vendeuse d'abord, puis en tant qu'éditrice, game designer dans des maisons d'édition de jeux de société, et qu'après j'ai décidé de me lancer du coup à mon compte dans la gamification et les serious games. Voilà, pour, partager toutes ces jolies facettes du jeu et disséminer la joie, la légèreté, le fun, tout ça, quoi. Super, waouh, enfin, c'est un parcours, merci de nous partager tout ça vraiment, c'est un bout de ton histoire et le lien fort qui t'unit au jeu. Enfin, je trouve ça très, très chouette en fait de porter, tout ça dans ton entreprise aussi. Je pense que squelette égale escalope, ça va rester un petit moment dans ma tête. C'est très chou. Je crois qu'on sera sûrement aussi, bah, pas mal à avoir eu un rapport, houleux avec l'école, heu, pour, utiliser que cet euphémisme. Et je pense que quand on est une personne qui a un cerveau créatif, qui a tendance à penser un petit peu en dehors des cases, à vouloir, explorer les choses à sa manière, le système, de l'école, tel qu'on le connaît, très hiérarchie pyramidale et cetera, c'est assez dur de s'y confronter. Mais bon, on va garder ça pour un autre épisode. Perso, une des choses qui me fascine en stratégie de marque et que je retrouve chez toi, bah, c'est justement, en fait, les personnes qui portent leur manifeste, leur pourquoi, au creux de leur identité, en fait. Donc on peut, en fait, tout à fait réussir en entrepreneuriat sans forcément nouer un lien très fort et personnel avec son domaine de spécialité. Ça, enfin, voilà, il y a pas besoin de le porter en soi ou d'être ultra passionné pour réussir. Tout dépend des domaines. Mais je pense que pour les personnes créatives qui ont souvent, bah, des métiers passion et c'est parfois difficile, en fait, de monétiser ces passions-là, bah, en fait, c'est justement une force incroyable au niveau, stratégie et au niveau marketing de pouvoir incarner vraiment le message qu'on veut faire passer et c'est ce que je retrouve chez toi dans ton branding, dans ton univers et c'est pour ça que j'avais envie de creuser aussi un petit peu ça avec toi aujourd'hui. Je pense que de porter aussi fort, ton manifeste et ton pourquoi finalement, fait que tu arrives à créer du lien avec ton audience aussi beaucoup plus facilement et de façon plus authentique, comme parce que tu le portes avec toi, en fait. Donc qu'est-ce que ça signifie pour toi exactement, au quotidien, la joie comme acte de résistance? Alors le formuler comme ça, bah, ça vient de nos discussions ensemble. Clairement, je Mmh, l'avais pas forcément formulé, de cette manière-là, spontanément de mon côté. mmh, Mais c'est vrai que la résistance, pour moi, c'est quelque chose qui est important et que je porte depuis finalement assez longtemps. Je pense que j'ai un côté un peu rebelle, voire clairement rebelle, qui est, très, très ancré. mmh. C'est aussi en lien avec mon éducation. J'ai des parents qui sont tous les 2 artistes, qui se sont eux-mêmes rebellés contre tout un tas de choses dans la société. Ma mère, voilà, elle est Mmh. partie jeune de la maison. Mon père était punk, donc voilà, je pense que c'est aussi très ancré, là-dedans. Et quand j'étais jeune, au lycée notamment et au début de la fac, j'étais très engagée dans les mouvements lycéens, les blocages, les manifs, les actions et tout ça. Mmh. J'étais très en colère, très révoltée. J'ai du coup participé à beaucoup, voilà, d'événements, d'actions. J'ai vu la violence policière, j'ai vu aussi la violence de certains et de certaines manifestants, manifestantes. J'ai vu des potes la tête ensanglantée, être embarqués par la BAC.
J'ai moi-même esquivé des matraques à quelques centimètres près, donc c'était pas très fun, pris des Mmh. lacrymos et tout ce qui va avec ça, en fait, toute cette, violence, en fait, qui peut être, autour de tout ça. Ouais. Je regrette vraiment pas un seul instant de cette période-là et cette façon de résister, mais aujourd'hui, elle me convient plus. Elle convient plus à mon énergie, j'y trouve plus de sens, ni pour moi, ni finalement pour l'impact que ça a ou que je pense que ça peut avoir. Mmh. Je suis très contente qu'il y ait d'autres personnes qui aient le flambeau, qui aient cette flamme-là, en fait, de résistance, mais la mienne, en tout cas, ma flamme à moi, elle est plus à cet endroit-là, quoi. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est peut-être l'âge, hein, je sais pas, mais c'est aussi, je pense, les expériences de la vie qui font que j'ai plutôt envie de résister avec plus de subtilité, en fait, avec plus de douceur, avec le fait de mettre en avant les belles choses, finalement, de la vie qui existent. Mmh. Et pour moi, résister par la distillation de la joie, bah, quelque part, c'est du militantisme, mais qui va venir soutenir les forces et les qualités des personnes plutôt que de les gifler dans la face avec des Mmh. trucs hyper, punchy et violents. Je pense que c'est absolument nécessaire qu'il y ait ça aussi pour Mmh. provoquer la prise de conscience, pour secouer, les choses, mais c'est plus ma façon de faire et voilà. Je pense que, bah, chacun a sa manière de militer, chacun a sa façon de résister et moi la mienne aujourd'hui, elle est plus dans la douceur et la joie. Mmh. Clairement, mais je comprends totalement, enfin, je partage, ce parcours militant aussi, enfin, dans différentes mesures. Moi, j'ai beaucoup été dans les milieux, féministes, anarchistes, où ça peut devenir très, très vite, violent. Et pareil, les coups de matraque et cetera. Enfin, en fait, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie, d'énergie émotionnelle, d'énergie physique, et il y a tellement d'injonctions au fait de militer d'une certaine façon, que si tu participes pas aux manifs, ça veut dire que tu es pas vraiment militant, militante et cetera, et ça, pour moi, c'est une des pires injonctions dans le milieu. C'est hyper contre-productif et comme tu dis, en fait, je pense qu'il y a différentes façons de militer, il y a différentes façons de véhiculer des valeurs et pour moi, l'entrepreneuriat, surtout l'auto-entrepreneuriat, en fait, c'est une façon de réinsérer en fait nos valeurs et nos messages dans ce qu'on fait, à notre façon, à notre sauce. Et honnêtement, enfin, c'est comme tu dis, enfin, il y a tellement de façons de militer en fait. Et pour moi, je trouve ça génial de s'autoriser à écouter son énergie et à voir comment ben, on veut faire les choses. Et enfin, c'est ce que j'essaye de faire aussi à mon échelle, quoi, de disséminer un petit peu de moxie partout et de montrer aux gens enfin voilà, de les aider à se sentir un peu mieux avec elles dans leur business, de faire grandir leurs projets, etc. Tout ça participe en fait de s'emparer un petit peu de nos libertés les uns les unes avec les autres, quoi. Du coup, je suis curieuse quand même, à quel moment tu as conscientisé justement le fait que, même si tu l'appelais pas comme ça au début, que la joie comme acte de résistance, ça constituait un peu ben, finalement le pourquoi de ton entreprise? J'ai mis beaucoup de temps, en fait, à comprendre que c'était ça, finalement, le véritable pourquoi de mon entreprise, même si je le formulais pas comme ça et je le formule toujours pas vraiment comme Mm. ça, aujourd'hui. Hem, du coup, on va faire un petit flashback en 2018 parce qu'en fait, j'ai créé mon auto-entreprise fin, 2018 et depuis, mon activité a énormément bougé. Je suis arrivée en 2018, je découvrais complètement l'auto-entrepreneuriat, j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait. Je sortais de plusieurs années de salariat. Quand je me suis lancée, j'ai commencé par faire de l'accompagnement thérapeutique par le jeu, donc de la ludothérapie si on veut et c'est notamment pour ça, en fait, à l'origine que je me suis formée et certifiée en PNL et en pratique narrative. Heu, Ok. mais finalement, au bout d'un an, j'ai vu que ça me convenait pas parce que pour en vivre décemment, soit, il fallait que je fasse beaucoup de volume, ce qui perdait de son sens, soit il fallait que j'augmente drastiquement mes prix et pour ce genre d'accompagnement qui était vraiment en lien avec le bien-être et finalement la thérapie, j'étais moi pas confortable avec, l'augmentation des prix, quoi. Mhm. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai bifurqué vers la création de solutions ludiques, notamment parce que, bah, tout le côté créatif, la création, la gestion de projet, tout ça, ça me manquait énormément puisque j'ai fait toutes mes études dans l'édition et la communication. C'est pour ça que je bossais dans des maisons d'édition, c'était tout le côté créatif. Donc c'est aussi pour ça que je me suis, que j'ai bifurqué. Mhm. Et à l'époque, du coup, enfin à l'époque, je parle de ça comme si c'était il y a 20 ans, mais vraiment en entrepreneurial le temps passe tellement vite que j'ai l'impression que Ouais, c'était il y a au moins ça cinq passe dix très ans, quoi. vite.
Donc à ce moment-là, donc quand je me suis réorientée plutôt vers la création de solutions ludiques, qui était plus proche finalement de mon cœur de métier, c'était assez centré au niveau local et sur de l'événementiel, donc des ateliers, des formations, des séminaires, des conférences, tout ça. Mmh. Et ça commençait à prendre de l'essor quand la pandémie s'est invitée. Donc Mmh. voilà, comme pour beaucoup de personnes, bah, tout s'est un peu arrêté et j'ai dû réimaginer à nouveau mon entreprise. Donc c'était une nouvelle bifurcation. J'ai Mmh. repris un salariat aussi pendant 1 an, tout en créant, comme tu disais, ben et en éditant, en commercialisant mon jeu Graines de rêve Mmh. et en repensant mon activité du coup, à ce moment-là. Si je te raconte tout ça, c'est parce qu'en fait, c'est un long processus. C'est ce long processus aussi qui m'a fait me rendre compte, finalement en début d'année, là, de cette année 2022, notamment par le biais des exercices qui sont proposés, dans la BSB Academy de The Bee Boost que j'ai suivi, que j'ai réalisé en faisant un petit peu le point sur tout mon parcours, que finalement le fil rouge qui était derrière toutes ces versions de mon activité était le même en fait. Mmh. C'était vraiment cette idée que ce soit de la thérapie par le jeu, que ce soit de la création ludique et événementielle ou que ce soit de la gamification, du serious game d'entrepreneurs, et de business, finalement, ce qui guide tout ça, c'est cette idée que le monde dans lequel on vit, ben, franchement, il est il est dur, quoi. C'est pas Mmh. facile, je trouve, aujourd'hui d'être un bon ou une bonne humaine, si on peut dire C'est ça clair. comme ça, entre parenthèses. Et d'ailleurs, si vous avez pas vu la série The Good Place, je vous invite genre Mmh. franchement à la regarder parce que c'est un petit peu le thème sous-jacent de la série et ça m'a énormément parlé. Même en faisant tous les efforts qu'on veut pour être, finalement cette meilleure version de l'humain ou de l'humaine qu'on aimerait être, il y a tellement de choses qui nous échappent, tellement de choses qui nous dépassent et qui sont hors de notre contrôle, particulièrement dans cette, période de pandémie, de catastrophes, Mmh. climatiques, écologiques imminentes et cetera, que c'est dur, quoi. Donc on a beaucoup de pression, je pense, à titre individuel et beaucoup de difficultés, finalement, à chercher cette meilleure version de nous-mêmes, notamment, cette version qui est aussi entretenue par, les injonctions du développement personnel, de l'entrepreneuriat et Mmh. de tout autre domaine, du type. Ouais. Donc finalement, pour moi, vraiment, le pourquoi derrière mon business, en fait, enfin, derrière mon entreprise, derrière l'Enjoué, c'est d'aider les entrepreneurs et les entrepreneuses à mettre du jeu, de la joie, de la légèreté dans leur quotidien et dans celui de leur audience et de leur clientèle. Parce que pour moi, c'est une façon de peut-être leur permettre de se sentir mieux et du coup d'avoir un impact positif sur, elles-mêmes, sur les autres et sur le monde. Parce que je suis vraiment, mais à 300 convaincue qu'on est vraiment, les plus à même d'avoir un impact positif sur le monde quand on est bien dans ses pompes, en fait. Si Mmh. on est en proie au mal-être, dans le doute ou clairement dans le monde de la survie parce qu'on est en PLS quoi, Mmh. on peut pas en fait, on n'a pas l'espace d'impacter positivement le monde autour de nous. Forcément, on est concentré sur notre propre survie et c'est normal et Mmh. heureusement. Donc voilà, donc c'est un peu ma façon de contribuer, tout un programme quoi. Oui, tout un programme, mais un très, très beau programme, et honnêtement, ça résonne beaucoup, de plein de façons et notamment, ben, pour rebondir, en fait, sur ce que tu dis du fait que si on est nous-mêmes, en fait, en PLS, on ne va nulle part, on n'aide personne, on contribue d'aucune façon. C'est aussi, ce qui m'a fait, je pense, ben, moi et plein d'autres personnes, me réconcilier avec, mes valeurs de gauche en entrepreneuriat aussi et le fait de vouloir générer, ben, de l'argent pour contribuer, pour redonner, pour recréer des belles choses et que, ben, si nous-mêmes, si ton vase il est vide, ben, tu remplis pas celui des autres, quoi. Et ouais, perso, c'est quelque chose qui remet beaucoup de joie dans mon cœur, en fait, de voir, ben, des personnes comme toi, comme d'autres, qui utilisent leur expertise pour vraiment, bah, remettre de la douceur, de la joie et une réelle bienveillance, même si ce mot est assez galvaudé, si on le remet dans son contexte, il est quand même très beau. Ça fait du bien et je crois que c'est essentiel. C'est aussi ce que j'essaye de faire un peu à mon échelle et c'est vraiment très loin d'être évident tous les jours, même si on porte ces valeurs-là en nous. Il y a plein d'injonctions, y compris dans l'entrepreneuriat, même si on dit toujours que oui, on est à son compte, on fait un peu ce qu'on veut, on est libre et tout. Non, il y a plein, plein d'injonctions et c'est hyper dur de résister et de le faire avec joie et douceur, notamment parce qu'on grandit, bah, dans des sociétés qui prônent, la compétition, la comparaison. C'est hyper dur de combattre tout ça et toutes les conséquences que ça a au quotidien. Je sais pas, on est plein
galérer avec le fait de se comparer, avec la concurrence, et cetera. Enfin, et pour moi, c'est courageux, en fait, et c'est en ça que c'est un acte de résistance aussi, de vraiment se dire: «Ben non, genre, j'ai conscience de tout ça et oui, bah, parfois, je suis pas non plus parfait ou parfaite dans, ma volonté de transmettre de la joie, de la légèreté, mais je le fais de façon consciente en mode, ben, c'est ma façon de me révéler et même si c'est pas toujours facile, bah, je fais cet effort, en fait, de vraiment transmettre ça». Donc pour moi, c'est vraiment en ça que c'est un acte de résistance parce que genre tout autour ne t'invite pas à le faire. Et du coup, ce que je trouve fascinant aussi, ben, dans ton branding, dans ta stratégie de marque et dans ce que tu transmets, c'est que tu en as vraiment fait en fait un élément différenciant. Heu, donc j'aimerais bien qu'on aille creuser un tout petit peu de ce côté-là. À Dans quelle mesure en fait c'est un élément différenciant pour toi? Comment ça se traduit, au quotidien dans ta façon de communiquer et de travailler avec ta clientèle? Disons que, la joie, le jeu, le fun, c'est vraiment cette énergie-là que je veux transmettre à toutes les personnes qui interagissent de près ou de loin avec mon entreprise et avec moi, quoi. Donc ce Mmh. côté enjoué, clairement. Enjoué mais sérieux parce que, pour moi les 2 sont tout à fait compatibles, hein. Il y a pas Mmh. mal d'idées préconçues par rapport à ça et par rapport au jeu, ça fait partie des choses que, ben, sur lesquelles je fais beaucoup de pédagogie justement dans mes contenus. Mmh. Mais clairement, je veux partager du fun, du dynamisme, de la dédramatisation aussi de certains sujets, de l'humour, de l'accessibilité, tout ça et la façon dont ça se traduit, j'espère, il y en a Mmh. plusieurs, ça va être le ton de ma voix, par exemple, qu'elle soit écrite dans mes newsletters, sur mon site, dans mes posts ou mes stories sur les réseaux, Mmh. ou alors qu'elle soit parlée comme dans mon podcast ou dans mes vidéos. Voilà, ça va être dans ma façon de rédiger, ce côté un peu léger, ce côté fun, humoristique, où je me prends pas au sérieux, et où je partage aussi des anecdotes, des blagounettes, c'est voilà, ce côté un petit peu léger, quoi. C'est aussi pour ça que je gamifie mon propre business et que je crée des expériences originales et fun, comme des enquêtes, des concours, ma cocotte en jouet aussi qui Mmh. remplace, ma carte de visite, donc c'est une cocotte en papier, comme celle qu'on faisait quand on était petit là. Ouais, hyper cool. Hem et tout un tas d'autres projets qui sont pas encore sortis, mais c'est aussi une question de cohérence pour moi de mettre du jeu dans mes interactions avec le public, parce que c'est aussi ça que je vends et parce que c'est ça aussi qui fait que l'interaction est plus légère, plus fun, plus joyeuse. Mmh. Mais ça va aussi jusqu'à la réflexion de mes couleurs. Enfin ça, je vais pas t'apprendre Mmh. à toi l'importance d'une identité de marque et d'une identité visuelle. Mais clairement, mon choix de couleurs, il s'est porté sur celle-là parce que je voulais quelque chose de coloré, de joyeux, Mmh. de dynamique et de frais aussi. Voilà, Ouais. ce truc de fraîcheur, c'est aussi quelque chose qui va se traduire dans la façon dont j'accompagne mes clients et mes clientes Mmh. quand on travaille, que ce soit, au travers des outils que je vais créer comme, tu vois, j'ai créé un espace Notion gamifié pour interagir, Mmh. enfin comme interface avec mes clients, clientes, mais je vais aussi envoyer des mails de suivi avec des petits smileys, des gifs, des trucs comme ça, enfin voilà, Mmh. pour amener un peu de légèreté aussi à cette notion de travail. On n'est pas obligé d'être, toujours, on n'est pas obligé de souffrir quoi Mmh. ou C'est clair. d'être, ouais, enfin ou de se faire chier pour avancer quoi. Enfin clairement Mmh. c'est ça aussi que je veux partager. Donc je fais vraiment mon maximum en fait pour que toute l'expérience soit agréable et motivante, pendant qu'on crée nous-mêmes des expériences stimulantes pour le public de mes clients et de mes Mmh. clientes. Donc c'est genre un peu une inception, tu vois? Inception de Mmh. d'expériences stimulantes. Et ça va aussi se traduire, bah, par exemple, voilà, quand je sens qu'il y a un blocage, une perte d'énergie, de motivation, avec mes clients, clientes, par exemple, je vais, désamorcer, insuffler de l'énergie ou rassurer. En tout cas, c'est vraiment important pour moi que même les challenges, quels Mmh. qu'ils soient, que ce soit en lien avec mon contenu, que ce soit pendant une presta, un accompagnement ou quoi, ils aboutissent in fine à de l'enthousiasme, de la motivation et de la sérénité. Ouais, bah, vraiment, bah, je trouve ça vraiment génial. Merci de nous préciser et de nous expliquer tout ça. Pour moi, c'est vraiment un parfait exemple, de mise en pratique, en fait, de ta stratégie de marque. Enfin, d'avoir développé une stratégie qui soit basée, ben, sur ton identité, sur ce que toi tu kiffes, sur les valeurs que tu as envie de transmettre et ensuite, bah, d'avoir trouvé des multiples façons de la traduire, donc que ce soit, bah, avec ton univers, visuel, ton branding, tes couleurs et tout. Mais aussi, ben, à travers tous les outils, à travers le ton de voix, les mots que tu vas employer et cetera. Tout ça participe en fait, du déploiement de ta stratégie de marque et je trouve que, bah, je te le dis depuis qu'on se connaît, enfin, je trouve que c'est hyper bien fait et ça transmet vraiment toutes tes belles valeurs. Mais ce que je trouve aussi, très cool, c'est que oui, OK, la gamification est le cœur de ton expertise,
Mais c'est que tu as réussi en fait à intégrer, bah, les différentes cordes justement dont tu nous parlais tout à l'heure, notamment la PNL, la programmation neurolinguistique, à tes accompagnements, à ta façon de communiquer et à ta façon de faire ton branding finalement. Donc tu nous en parlais un tout petit peu plus, tout à l'heure et je sais que, bah, c'est une des choses qui te permet, bah, de mettre en pratique cette stratégie de la joie comme acte de résistance avec ton audience et tes clients-clientes. Dans la mesure où, bah, ça va être un outil qui te permet d'accompagner les gens en douceur, de désamorcer certaines choses, de poser les bonnes questions et finalement, ben, d'un point de vue stratégie de marque, bah, ça constitue aussi, selon moi, en fait, un élément différenciant parce que tout le monde n'a pas cet outil à disposition et ne le met pas en œuvre de la même façon que toi. Donc, est-ce qu'on peut aller creuser un petit peu de ce côté-là? Est-ce que tu peux nous dire, bah, ce qu'est la PNL, comment tu l'utilises pour accompagner ta clientèle et pour communiquer avec ton audience, a fortiori, quoi? Yes. À l'origine, je suis tombée sur la PNL, genre, un peu par hasard. Donc, heu, donc comme je le disais tout à l'heure, je voulais faire de l'accompagnement thérapeutique par le jeu et là où j'étais experte du jeu parce que voilà, je me suis très vite professionnalisée là-dedans, dans le jeu de société et tout, je savais pas accompagner. Mmh. Donc j'ai, cherché une formation qui me permettait d'être, qui m'aurait permis en fait d'être coach ou équivalent ou en tout cas de me donner des billes, des cordes comme tu dis, Mmh. pour pouvoir accompagner les gens de la meilleure des façons. Et en fait, c'est pendant mes recherches que je suis tombée sur la PNL. Donc la programmation neurolinguistique, c'est une technique d'accompagnement thérapeutique brève et systémique et qui est centrée solution. Donc en fait, pour illustrer un petit peu, par rapport à la psychanalyse, par exemple, qui est plus connue peut-être, la psychanalyse, elle, elle est plutôt centrée problème. Alors bien sûr, elle se markete pas comme ça, hein, parce que c'est pas très Mmh. vendeur. Mais en psychanalyse, en fait, on va passer beaucoup, beaucoup de temps à aller chercher les sources du problème, à le regarder sous toutes les coutures et potentiellement à trouver des problèmes qu'on savait pas qu'on avait, en fait. Mmh. C'est Parce clair. qu'on est beaucoup, en fait, dans le passé et c'est surtout voilà, c'est des démarches qui sont très longues et qui sont vraiment concentrées sur l'origine du problème. Mmh. Les approches brèves qui sont centrées solution, elles vont plutôt elles vont adresser le problème. L'idée, c'est pas de faire l'autruche, hein. Donc on va le mettre sur la table, mais on va très vite s'en détacher dans le sens où on va pas suranalyser le problème ou ses origines, mais plutôt chercher les exceptions, les pépites, les ressources qui vont nous permettre en fait de chercher, enfin de changer le récit ou de trouver des solutions. Surtout, c'est un accompagnement généralement qui est court, dans le sens pas des dizaines et des dizaines d'années comme la psychanalyse peut le faire, par exemple. Mais voilà, la volonté, en fait, de ces techniques brèves, c'est de laisser ou de rendre leur autonomie, en fait, aux personnes qui sont accompagnées et pas de les rendre dépendantes de leur relation avec le thérapeute, en fait. Mmh. Donc si je dois résumer de manière très succincte la PNL, c'est finalement l'art de poser des bonnes questions. Parce qu'il y a des oui, il y a des bonnes questions. C'est des Mmh. questions qui vont faire réfléchir, qui donnent envie d'y répondre, en fait, qui vont aussi nous amener à toucher des zones un peu favorites de nous-mêmes et qui vont nous ouvrir des perspectives. Même si aujourd'hui, je fais plus d'accompagnement thérapeutique à proprement parler, j'accompagne quand même, bah, au quotidien, en fait, les Mmh. entrepreneurs et les entrepreneuses dans la création de leur offre, dans, leur stratégie marketing par le biais de la communication et la PNL effectivement me sert, bah, finalement un peu en permanence, en tâche de fond, quoi. Mmh. C'est toujours un peu activé. Je pose beaucoup de questions, par exemple, pour comprendre les intentions, les objectifs, les points de blocage et les désamorcer. Tout ça, en fait, on a des processus d'exploration, par exemple, du problème, d'exploration des Mmh. objectifs. Mais ça va aussi arriver, par exemple, que la personne traverse des moments d'inconfort parce qu'on rentre vraiment dans le détail de la stratégie et de son business. Mmh. Donc je lui fais un peu chauffer les méninges et Mmh. comme toute, démarche créative et de changement, voilà, parfois ça peut être inconfortable. Et à ces moments-là, la PNL va me permettre d'accueillir les émotions qui arrivent, de pas moi paniquer parce qu'il y a de l'émotion en face Mmh. et voilà et donc ça va me permettre de l'accueillir et de tranquillement trouver des façons de contourner, de transformer, de bifurquer pour pouvoir retrouver le confort finalement. Mmh. Hem, mais c'est aussi un outil qui va me permettre d'imaginer et de créer des gamifications et des serious games qui sont très respectueux de l'intégrité des personnes et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ultra important pour moi. Mmh. Je pense que, bah, toi, tu connais mes contenus, mais les personnes qui Bah nous oui. écoutent, si elles connaissent un peu mes contenus, le savent aussi. Je le dis souvent, il y a un côté obscur de la force, de la gamification comme dans beaucoup, beaucoup de techniques qui ont en fait du pouvoir sur les gens tout simplement et Mmh. pour moi, c'est hyper important de rester dans la création
de stratégies gamifiées qui vont être au service des gens, des personnes qui s'en servent, et générer des émotions et des sensations qui sont agréables et qui vont valoriser et pas à l'inverse, tu vois? Mmh. Créer des trucs qui sont pas cool pour la personne. Ouais. Donc la PNL, en fait, bah, c'est aussi parce que je connais, en fait, l'impact que les choses, les stratégies, les événements, les postulats peuvent avoir sur les gens que du coup, ça me permet aussi d'éviter de glisser par inadvertance dans des trucs qui seraient pas très, très Mmh. cool, quoi. Ouais, complètement. Mais je suis hyper d'accord, sur tout ce qui est côté obscur et de la gamification et du développement personnel. Je partage le biais par rapport à la psychanalyse, bien qu'elle m'a aidée aussi, mais je pense qu'il y a énormément de choses qui sont perfectibles dans la majorité des approches, de ce domaine-là. Et comme tu dis si bien, enfin, la solution renforce le problème, très facilement si en fait, si elle n'est pas pensée avec le bien-être de la personne à l'esprit, initialement en fait. Et personnellement, je connaissais pas du tout la PNL, ben, avant qu'on en parle ensemble, avant que tu m'expliques un peu plus, ce que c'est et tout. Et je trouve que c'est un outil vraiment incroyable, en fait, pour accompagner au sens large du terme, quel que soit, ton domaine de spécialité. Et je pense que, ben, perso, je vais moi-même m'y intéresser, de plus près parce que, ben, même chose, en fait, quand j'ai switché de juste du brand design à de l'accompagnement en stratégie de marque et du coaching, ben, oui, c'est quelque chose d'assez naturel et instinctif pour moi. Et je pense que, ben, après, c'est aussi nos sensibilités. Enfin, personnellement, j'utilise pas beaucoup mon écoute et mon empathie, donc ça, c'est des choses assez innées en soi. Mais pour autant, bah, il y a des fois où je me retrouve un peu, ben, pas bloquée, je désamorce assez facilement, mais où ça va me toucher, en fait, plus que nécessaire si je vois qu'il y a de l'émotion ou s'il y a un blocage en face. Et ça, en fait, bah, c'est vraiment il y a plein d'outils, en fait, qui peuvent aider à désamorcer tout ça. Et pour moi, la PNL, m'apparaît comme un de ces outils, bien plus même que des formations de coaching certifié et cetera, où perso, j'ai regardé un peu les programmes et ça me parle très, très peu en général. Hem, donc voilà, et d'autant que j'ai aussi la chance de voir, depuis la position cliente, en fait, bah, à quel point c'est cool, et à quel point ça aide à débloquer les choses en douceur. Parce qu'en plus de venir papoter avec moi aujourd'hui, ben, tu m'accompagnes aussi à créer, une future offre très cool, donc stay tuned. Il y a des surprises qui arrivent cet automne et vraiment c'est assez incroyable, en fait. C'est assez incroyable à quel point ça peut, ben, aider la personne en face à penser différemment. Enfin, c'est vraiment les questions que tu m'as posées étaient juste dingues pour me permettre d'aller plus loin. Donc, enfin, je trouve ça hyper, hyper inspirant. Et de mon point de vue, en fait, bah, ton approche, elle participe, donc que ce soit par la gamification, par la PNL, et cetera, mais ça participe d'un vrai travail collectif, qui consiste à remettre l'humain et la douceur au centre d'une forme d'entrepreneuriat, bah, qui est vraiment éthique, humaine et raisonnée, et ça me fait tellement plaisir de voir, plein de gens dans mon paysage Instagram. Alors merci l'algorithme, hein, parce que finalement ça aide, mais ça fait beaucoup de bien en fait de voir plein de gens, bah, se poser les mêmes questions et se dire: «OK, ben, comment je peux remettre un petit peu de douceur là-dedans?» Pour moi et pour les gens à qui je m'adresse, donc que ce soit l'audience en général ou les clients-clientes. Hem, Parce que oui, ben, oui, on peut créer des business prospères, kiffants et rentables tout en faisant le choix de prendre soin de nous, de prendre soin de notre clientèle, de notre audience et même de notre concurrence en fait. Il y a plein de choses à désamorcer, à déconstruire et c'est fascinant en fait de voir, jusqu'où on peut aller si on s'autorise à déconstruire toutes ces injonctions et toutes les habitudes que, bah, la société, moderne telle qu'on la connaît nous a inculquées. Donc en quelque sorte, c'est vraiment ça, c'est s'affranchir des multiples injonctions, pour, bah, faire quelque chose qui nous convienne à nous et remettre un petit peu de douceur dans tout ça. Donc puisqu'on parle des injonctions, moi je suis curieuse de savoir un petit peu, bah, comment toi tu vis toutes les injonctions, notamment liées à l'entrepreneuriat et comment tu utilises, bah, la joie et la légèreté pour contribuer à quelque chose de plus humain, tout simplement? Bon alors tu me pousses, à partager tous mes biais les plus intenses, hein, mais je déteste les injonctions, vraiment très, très, très fort, du plus profond de mon Mmh. être. C'est sûrement d'ailleurs pour ça que le système de l'éducation nationale et moi, on n'était pas genre méga potes. Mmh. Mais que ce soit les injonctions du développement personnel qui t'incitent à courir après une meilleure version de toi-même, qui est à mon sens complètement fantasmée et qui du coup vont contribuer au fait, bah, que beaucoup de personnes se sentent, en état permanent d'échec et Mmh. «pas assez» entre guillemets.
Et je parle d'expérience parce que j'ai baigné je suis tombée dans la marmite, genre pendant 1 ou 2 ans Mmh. et je me sentais dans cet état de permanent échec. Ou que ce soit les injonctions de l'entrepreneuriat qui te disent comment tu dois faire ci, comment tu dois faire ça, ces stratégies imbattables, comment tu dois prendre tes vacances ou pas, tes morning routines et whatever. Parce qu'en fait, il y a des injonctions sur absolument tous les domaines de ta vie perso et tous les domaines de ta vie pro. Donc en fait, on s'en sort pas, quoi, parce qu'en plus, Mmh. il y a des injonctions qui te disent de faire, blanc et d'autres, noir. Donc en fait, Clair. à la fin, tu es complètement paumé et dans tous les cas, que ce soit dans le développement personnel ou que ce soit dans l'entrepreneuriat, ces injonctions-là, elles te disent à la fois: «Sois toi-même» Mmh. et «Sois comme ça». C'est complètement contradictoire et du coup, ça met les gens dans des états de tiraillement intérieur et dans une incapacité profonde à satisfaire l'une ou l'autre de ces injonctions. D'où Mmh. aussi la sensation d'échec, en fait. Parce qu'on te dit: «Oui, il faut que tu sois toi-même de telle façon». Attends, excuse-moi, j'ai pas compris la question là. Clair. Sauf que c'est très difficile, en fait, de se rendre compte que c'est ça qui est généré derrière toutes ces injonctions. Mmh. Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut créer des problèmes aux gens aussi par toutes ces injonctions contradictoires, et générer finalement des croyances, en fait, Mmh. qui sont limitantes, bloquantes et cetera. En PNL, du coup, on voit, en fait, on distingue 2 types d'injonctions. Tu as les injonctions explicites et les injonctions implicites. Donc les explicites, ça va être celles qui te disent ouvertement: «Fais 3 heures de squat par jour pour un popotin de rêve», tu vois? Genre la promesse de ouf. Ou dans l'entrepreneuriat, poste tous les jours si tu veux vendre et avoir du résultat. Ça, c'est Oh genre my très god. clair. Mmh. On te dit: «Tu fais ça pour avoir tel truc» et voilà. Bon, pour moi, c'est du bullshit. Dans le sens où ça met énormément de pression, ça crée de la croyance que si tu ne fais pas telle chose de telle manière, et ben, tu auras pas ton popotin de rêve et tu vendras pas tes offres. Ce qu'il faut. Tu peux très bien Mmh. avoir un popotin de rêve en faisant autre chose et il y a Clairement. plein d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui vendent et qui déploient leur communauté sans poster tous les jours. Mais oui. Donc ça, c'est les injonctions explicites. Les injonctions implicites, elles sont un peu plus pernicieuses parce qu'elles sont plus difficiles à observer, à remarquer, en fait. Ça va être des choses du style, 2 heures de crochet pour plus de sérénité. On te dit pas: «Fais du crochet, pour être serein», mais c'est Mmh. globalement ça qui est dit quand même. Et ça va induire que il faut être plus serein et plus sereine. OK, mais qui te dit que je le suis pas déjà? C'est quoi l'échelle parfaite de sérénité? C'est quoi l'objectif de sérénité, en fait? Parce que tout ça, c'est pas quantifié et c'est très, très, très subjectif. Mmh. Et vu qu'il y a pas d'échelle mesurable, en fait, on pourrait toujours chercher plus de sérénité, C'est sans ça. jamais être satisfait ou satisfaite. Et le 2e truc, c'est que, voilà, il faut faire du crochet pour être pour avoir plus de sérénité, tu vois? Donc en fait, tu as 2 Ah injonctions en merde. une, quoi. Ouais. Ouais, désolé, je sais pas si tu Mmh. aimes pas le crochet, ben, tant pis pour ta sérénité. C'est pas ma passion première. Ouais. Mais en tout cas, voilà, bon, je parle du crochet parce que c'est Mmh. voilà. Mais dans l'idée, c'est ça, en fait, et il y en a énormément de ces injonctions-là partout. C'est hyper dur de pas les subir et c'est encore plus dur, voire impossible de pas en générer. Mmh. Je parle aussi d'expérience parce que j'ai essayé, justement en suivant les injonctions de ne pas faire des injonctions, tu vois? Un petit peu genre le mindfuck, heu et c'est très, très compliqué, en fait. Hem Mmh. Du coup, ce que j'aurais envie de partager, en fait, avec les auditoristes, et quelque part, c'est une injonction, donc attention warning, c'est finalement d'essayer d'avoir conscience, en fait, que, ils et elles sont en train de recevoir une injonction et de prendre du recul, en fait, avec ça pour pouvoir prendre une décision éclairée. C'est-à-dire de se dire: «OK, il y a tel message, OK, on me dit de faire 3 heures de squat par jour pour avoir un popotin de rêve. Je suis en train de recevoir une injonction. Est-ce que c'est OK ou pas?» Voilà, de vraiment le recevoir en conscience, quoi. Et de la même manière, heu, quand, tu vas générer une injonction, et ça arrivera et c'est OK, vraiment ça l'est, hem, ce serait plutôt de se poser la question: ben, quel impact, en fait, elle peut avoir cette injonction sur les gens, sur les personnes à qui je l'adresse? Et Mmh. est-ce que c'est OK pour moi, de formuler cette injonction-là et d'avoir cet impact-là sur les gens? Mmh. Parce qu'après tout, si c'est quelque chose qui fera véritablement du bien à la personne, ben, why not, quoi? Complètement. Mais c'est un des conseils sûrement les plus actionnables, parce que, bah, comme tu dis, enfin, on en fait tous et toutes des injonctions. Enfin, on est
des humains et des humaines avec des biais cognitifs par milliers. Donc c'est hyper dur en fait de se dépatouiller et de réellement, c'est-à-dire, ok, si tu prends l'acte conscient de dire je veux communiquer de façon douce, de façon légère, de façon joyeuse, de façon bienveillante, ok, Oui. je le fais comment, tu vois? Oui et C'est d'autant plus que dans le business, quand tu as une activité, c'est très, très difficile, par exemple, de faire des promesses de vente sans faire ouais, d'injonction. c'est En tout clair. cas, de faire des promesses de vente efficaces. Mais Mmh. bon, ça dépend. Est-ce que tu vas vendre quelque chose qui va vraiment changer la vie de la personne pour le mieux ou est-ce que tu vas lui vendre un 3e aspirateur dont elle a pas besoin, quoi? C'est ça, c'est clair. Mais c'est là toute la nuance en fait du marketing réellement éthique comparé au marketing abusif. Et je pense que, enfin, moi-même je l'ai ressenti au début et j'ai échangé avec plein d'entrepreneureuses créatives et créatifs surtout. Quand tu viens pas des milieux un petit peu corporate, business, le marketing c'est vraiment vu comme le grand méchant loup en fait. C'est genre non, je veux absolument pas faire du marketing. Mais en fait, le marketing vraiment bienveillant, il existe aussi et ça peut participer de ta stratégie de marque, ça peut participer d'un élément différenciant dans ton branding où tu vas prendre la décision vraiment de t'affranchir le plus possible des concepts manipulateurs, marchand de tapis et compagnie, les audios non sollicités sur Instagram, tout ça, le démarchage non consenti, c'est non. Mais justement, c'est comme, ok, si ça c'est non, qu'est-ce que je fais en fait? Et il y a plein de façons de bien faire du marketing. Il y a aussi injonction, tu vois, de, de faire du Il y en a marketing partout. doux. Tu vas pas t'en sortir. Commence pas à C'est focaliser clair. parce que tu vas pas t'en sortir. Mais du coup, je pense que il y a en fait, le marketing vraiment éthique, c'est de dire, ok, j'ai repéré un besoin chez une audience donnée, je pense avoir et les compétences et ce qu'il faut pour créer une offre qui y réponde, et je vais communiquer dessus de façon douce et consentie. Donc, et pour moi, c'est un des trucs qui m'a vraiment réconcilié avec le marketing, c'est tout ce qui est on appelle marketing consenti ou passif et d'attraction, c'est-à-dire que et de contenu, c'est-à-dire que tu donnes, tu plantes plein de petites graines et t'attends que les gens, en fait, alors de façon stratégique évidemment, mais après, du coup, tu laisses la liberté aux gens de se dire pour elles-mêmes, ah ok, genre j'aime bien ça, oui, je vais avoir besoin de ça, ça répond à mon besoin, j'y vais. Et pas genre frapper à ta porte 15 000 fois en mode achète mon coaching magnifique d'une heure. Et je crois vraiment que c'est cette approche en fait qui peut permettre de réconcilier plein de gens avec le marketing. C'est un sujet qui revient tellement dans les conversations que je peux avoir et que je suis sûre plein d'autres personnes peuvent avoir aussi. Et pourtant, oui, un marketing et une stratégie de marque vraiment douce et doux, ça existe, c'est possible. Euh, du coup, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui aimeraient justement mettre plus de joie et de légèreté dans leur communication et dans leur stratégie de marque, mais qui savent pas trop par où commencer, genre qui sont partis du postulat de ok, je veux pas tout le bullshit, tout ce que je trouve dégueu, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire pour faire autrement finalement? OK, bon, je vais générer encore plus d'injonctions, mais mais celles-là, je suis complètement OK avec le fait de les générer, donc après, les auditoristes les prennent ou les prennent pas. Mais la première, je pense que, c'est de te libérer des injonctions qui te mettent la pression, qui te mettent en PLS ou celles qui vont te pousser aussi à faire des trucs qui sont pas complètement OK pour toi, tu vois? Genre telle ou telle stratégie, parce que c'est the stratégie gagnante ou je sais pas quoi. À mon sens, il vaut mieux aller à son rythme, à sa manière, plutôt que de se forcer finalement à rentrer dans des cases et ensuite se sentir piégé, quoi. Parce que ça, c'est Mm, vraiment genre, je pense le pire pour après en sortir. C'est c'est hyper clair. difficile et tu te retrouves avec finalement un business, une activité ou un marketing qui te correspond pas du tout et voilà, il y a un moment donné, ça va clocher, quoi. Ça va te coincer dans ta création de contenu, ça va te coincer dans ton interaction avec les gens. Finalement, ça te ressemblera pas, quoi et ça, Mm, c'est pas OK. La 2e, c'est de prendre son pied. Franchement ouais, fais ce qui t'amuse, autorise-toi à créer des offres qui te font kiffer, des contenus qui t'amusent quand tu les crées. mm, Bien sûr, faut prendre en compte sa clientèle et son audience cible, mais à mon avis, c'est tout à fait possible de triper en parlant de ta passion pour les gnomes de jardin, tout en parlant de ton activité de community manager. Moi, j'ai bien parlé dans ma newsletter de ma détestation pour les choux de Bruxelles et des mm, endives, comme tu disais dans ma présentation, parce que c'est ça qui me fait triper aussi. mm, Heu, c'est bon après, c'est mon ton et cetera, mais donc chacun peut trouver son ton, mm, à elle ou à lui. Mais voilà, si tu kiffes pas toi-même ce que tu fais, comment est-ce que tu veux que les autres, en fait, ils kiffent ce que tu fais, quoi? Une de mes phrases fétiches, c'est: «Le plaisir au cœur de la motivation» mm, et
et voilà, et pour rester motivé aussi dans ce qu'on fait, parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même genre pas facile tous les jours et il y a des Mmh. downs et de la déprime et des sentiments, voilà, d'abandon parfois, assez forts. Ben, c'est le plaisir, en fait, le plaisir de faire ce qu'on fait qui nous motive aussi au quotidien, quoi. Mmh. Donc je Complètement. pense que l'entretenir, c'est hyper important. Mmh. Et la troisième et dernière, ce serait, peut-être de faire confiance aussi à sa créativité et de lui laisser des espaces de liberté. Parce que, une des injonctions que je trouve aussi un peu dure dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut avoir des emplois du temps genre ultra millimétrés, une organisation genre hyper inflexible, béton, et oui, OK, c'est super utile, moi ça m'aide parce Mmh. que je suis assez dispersée, mais je trouve que c'est hyper important de se laisser des espaces d'exploration libre, un peu comme, un peu comme on pourrait conseiller à des enfants de s'ennuyer, tu vois? Parce Mmh. que tu as aussi des enfants où il faut tout le temps les occuper, qu'ils fassent ci, qu'ils fassent ça, Ouais, nin bah, ouais. bah, Mmh. en fait, moi je trouve que l'ennui et le rien, c'est hyper important parce que c'est là Mmh. aussi où tu vas déployer ton imagination, ton ta vie intérieure, en fait, finalement, quoi, et c'est Ouais. aussi elle qui va nourrir, ben, toutes tes créations, toutes tes offres, et Mmh. cetera. Donc voilà, j'aurais envie de dire de se laisser aussi des espaces d'exploration libre et de créativité, parce que c'est pas forcément facile non plus de générer des idées de contenu sur le créneau hebdomadaire dédié à la création de contenu. C'est clair. L'inspiration, elle va pas forcément se pointer, sur commande ou sur le sujet que tu as décidé que tu allais publier, dans 3 mois, quoi. Enfin, Mmh. donc j'aurais envie aussi d'inviter, les auditoristes à suivre leurs élans d'inspiration et de créativité. Parce que c'est aussi quand on suit ces petites étincelles et qu'on les laisse s'exprimer au moment où elles arrivent, qu'on fait des trucs qui nous font kiffer et qui, du coup, font kiffer les autres aussi, quoi. Et je n'aurais pas mieux dit. Je crois que tu viens de résumer, la solution ultime, bah, pour créer des business kiffants et rentables. Et c'est un truc que j'essaye aussi de communiquer moi dans ma com, c'est, ben, fais des trucs qui te font kiffer quoi et clairement, je pense que pour les cerveaux créatifs, bah, c'est hyper dur, de se faire un agenda millimétré et en plus quand tu as, bah, je pense surtout aux graphistes, aux brand designers parce que je sais que c'est la majorité des auditeuristes ici, mais on se le dit tous et toutes, c'est hyper dur de faire de la création de contenu à l'avance et programmé quand ça vient en fait, enfin quand l'inspiration et le contenu proviennent d'une passion. Enfin, ça se contrôle pas nécessairement. Alors oui, tu peux anticiper, tu peux programmer un petit peu certaines choses, mais c'est hyper dur. Et moi, je sais que perso, enfin, ça m'a vraiment provoqué un sentiment d'échec hyper fort au début, quand je me dis, ok, mais j'ai fait mon calendrier éditorial, genre il est tout bien, il est beau dans Notion, et pas moyen que je le tienne, quoi. Genre ça ne Mmh. marchait pas. Même chose pour programmer à l'avance, enfin, je m'y retrouvais pas du tout, c'était pas naturel, enfin, ma façon d'écrire était pas du tout naturelle. Et au final, bah, j'ai juste décidé de remettre un peu d'instinct et d'intuition là-dedans et de laisser la créativité aller. Alors, c'est pas encore. Mon niveau de satisfaction est pas encore au top parce que c'est un peu trop dans l'instinctif pour moi en ce moment. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver, mais ça se trouve aussi le long du chemin, quoi. Mais Et c'est ça, ce que tu dis, c'est hyper important, c'est ça se trouve le long du chemin, donc on peut tester plein de trucs. On peut aussi mm, tester des techniques, qui sont, issues d'injonctions, à droite, à gauche, mais réussir aussi à s'en détacher, à se les approprier et puis finalement à trouver notre propre façon de faire dans cette, mhm, pluralité de propositions, quoi. mm, Et je pense que c'est c'est clair. ça qui est aussi important, et là, pour le coup, l'injonction «sois toi-même», elle est, enfin, pour moi, c'est la plus importante finalement, quoi. C'est pas «sois comme ça», c'est «sois toi-même», et tu peux piocher des idées à droite, à gauche, mais par pitié, ne pas se laisser enfermer dans des cases et des trucs comme ça parce que Mm. c'est ça aussi qui nous empêche d'avancer parfois, quoi. Ouais, complètement. Mais ça crée tellement, tellement de blocages. Et perso, je pense que si j'étais pas tombée, ben, tu vois, sur des gens qui, bah, avant toi, avant moi, avant plein d'autres, transmettaient ce message de ben, sois toi-même, que oui, c'est possible de pas nécessairement réinventer la roue, mais de faire à ta sauce, bah clairement, je pense que j'aurais abandonné il y a longtemps, quoi. S'il avait vraiment fallu se conformer à une méthode pour réussir, entre gros guillemets, ben non quoi, ça aurait pas été fun du tout. Et je pense que c'est en ça, j'aime bien dire thérapie par l'entrepreneuriat parce que pour moi, ça a vraiment été une sorte de thérapie et je sais que ça l'est pour plein d'autres personnes aussi, d'enfin s'autoriser en fait à créer quelque chose qui corresponde à nos rythmes, à nos valeurs et qui fasse du sens en fait dans le quotidien, donc bah, qui nous permettent de nous affranchir, de l'absurdité aussi, bah, de la société dans laquelle on vit, quoi. Mais du coup, bah ouais, ça me
ça remet de l'espoir dans mon cœur aussi de voir plein de gens transmettre ce discours-là, de montrer qu'on peut faire autrement, qu'on a le droit de suivre d'autres méthodes et c'est pas pour autant qu'on va se casser la gueule en fait. Ça peut marcher à ton rythme et à la façon dont toi tu le décides, quoi. Complètement. Bon, on arrive pas mal à la fin de cet épisode. Merci, infiniment Doria, d'être venue, nous parler de tout ça. Avec Je grand trouve que plaisir. ton c'est vraiment, un grand plaisir, ouais et je trouve que ton approche, de l'entrepreneuriat et du branding, a fortiori est hyper inspirante. Pour moi, c'est un exemple, très, très cool de traduire sa stratégie de marque dans sa communication de façon hyper cohérente et je pense que ça va donner plein d'idées à plein de gens et je suis convaincue que ça peut, inspirer d'autres personnes, à réfléchir, en fait, à comment faire des choses beaucoup plus en accord avec, elles-mêmes et leurs valeurs. Et d'ailleurs, toi qui nous écoutes, si tu as envie de réfléchir davantage aux possibilités qui s'offrent à toi pour mettre un peu de fun et de légèreté dans ton branding, eh bien, bonne nouvelle pour te remercier de nous avoir écoutés jusque-là, parce qu'on a pas mal papoté. On a concocté un petit freebie spécial sous forme de workshop sur Notion, dépendamment de comment tu le prononces, qui te permet en fait de commencer à réfléchir à intégrer de la gamification et de la joie dans ton branding et dans ta communication. Mais pour y accéder, on a créé un petit jeu, parce que tant qu'à faire, autant suivre la thématique à fond. Dans la description de cet épisode, je vais te mettre un lien vers une page web qui est protégée par un mot de passe sur le site de Doria. Et donc ce mot de passe, il est composé de 2 parties. La première, tu l'as dans cet épisode, c'est le temps, donc le L-E, espace temps, T-E-M-P-S, le temps. Et la deuxième partie du mot de passe, elle est cachée dans l'épisode numéro 4 du podcast de Doria et si on en jouait, donc je te mets le lien également dans la description. Et il est intitulé La gamification, l'élément différenciant de ton identité de marque. Donc une fois que tu as les deux, tu récupères les 2 morceaux, tu mets le mot de passe et tu accèdes au freebie. Évidemment, si tu as la moindre question ou que tu as juste envie de papoter ou d'échanger avec l'une de nous sur les thématiques abordées, tu retrouveras tous les liens de nos 2 comptes Instagram en description et je t'invite évidemment à venir papoter avec nous. Je pense que Doria sera aussi Absolument, ouverte à j'adore papoter. Comme, vous pouvez tous l'entendre. C'est parfait. Vraiment merci encore Doria pour cette conversation hyper enrichissante et puis pour tout ce que tu m'apportes au quotidien en tant que business buddy aussi. Merci à toi pour l'invitation et pareil. Que du love. Ouais, que Il du ne nous love. reste plus qu'à te souhaiter, à toi qui nous écoutes, une excellente semaine pleine d'audace, de moxie et cette fois de légèreté aussi. À lundi prochain.